Bonsoir à tous. Donc on est en très petit comité ce soir dû au contexte de pandémie que tout le monde connaît. En tout cas, je suis ravi de vous avoir ici pour accueillir ce premier démodé de la data à Bordeaux. Sur cette formation de 2 mois hyper intensive. Alors ce n'est pas notre premier démodé, en fait c'est pas non plus le premier démodé de la data, c'est le batch numéro 516 qui va présenter ce soir 3 projets. 3 projets, mais c'est la première fois qu'ils le font en data à Bordeaux. Alors concrètement, quelques informations sur ça. C'est le premier démodé de la data au Wagon Bordeaux, mais le Wagon Bordeaux a formé près de 9000 élèves à ce jour, présents dans 40 campus à travers le monde. Historiquement, vous le savez certainement, mais le Wagon est un bootcamp de développement web qui, depuis quelques années, fait de la data. Et du coup, aujourd'hui, il y a le bootcamp en data science. Mais du coup, peut-être que certains se posent la question, qu'est-ce que la data science ? La data science, en fait, ça va être un petit peu tout le processus de pouvoir analyser, de pouvoir collecter, de pouvoir présenter de l'information en fait, en allant chercher des données dans le but de faciliter des prises de décision. Donc en fait, il y a plein de domaines dans la data science et chaque élève qui est ici ce soir a passé 2 mois à apprendre énormément de choses et chacun fait des projets et ces projets, en fait, il faut voir qu'ils ont eu un temps très court pour les faire. Et quand je parle d'un temps très court, ça veut dire qu'ils ont commencé les projets lundi de la semaine dernière. Donc, ils ont eu littéralement moins de 2 semaines pour faire ces projets, ce qui est un temps très faible. Mais néanmoins, ils ont quelque chose à vous présenter, chaque groupe ce soir, pour vous présenter un petit peu ce qu'ils ont appris à faire et comment ils ont travaillé. Pour faire cette formation, il y avait plusieurs prérequis. Il fallait avoir des prérequis techniques, mathématiques. Mais avant tout, le premier des prérequis, c'est d'avoir une motivation sans faille, énorme. Ils ont été challengés pendant ces 2 mois. Ils ont réussi haut la main. J'ai bien assez parlé. Donc maintenant, je vais demander au premier groupe de venir commencer à présenter. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Notre groupe aujourd'hui a décidé de vous parler d'art dans un contexte de reconnaissance d'images. En fait, l'idée nous est venue de ma maman qui a la fâcheuse habitude de prendre en photo ce qu'elle voit au musée, à l'époque où on pouvait encore y aller. Et une fois qu'elle a la photo sur son téléphone, forcément, elle la partage. Parce que l'art, c'est aussi fait pour être partagé. Sauf que quand elle me l'envoie, bien souvent, elle est incapable de me dire qui a peint cette toile, et encore moins le nom de la toile. Alors avec le groupe, on a réfléchi et on s'est dit, est-ce qu'on ne serait pas capable de développer quelque chose qui pourrait nous permettre de répondre à cette problématique ? Alors on s'est penché dessus et puis sur les 2 dernières semaines, c'est ce qu'on a fait. Et on va vous présenter les résultats de notre recherche. Alors, comment retrouver une image dans une base de données d'images comme celle-ci par exemple ? On ne peut pas faire une comparaison pixel par pixel, ça ne serait pas efficace et beaucoup trop sensible à des transformations du type rotation de l'image, changement de contraste, comme ce qui peut arriver quand on prend une photo d'une toile par exemple, d'une image. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est récupérer une représentation numérique de l'image, des caractéristiques intrinsèques de l'image, qui soient idéalement de plus faible dimension, et qui soient insensibles à ces transformations simples, rotation, changement de contraste, extension ou coupure de l'image. Et c'est ce que dans la suite, on va appeler notre embedding. Comment récupérer cet embedding ? En fait, on a choisi de le faire en utilisant des réseaux de neurones convolutionnels, ou CNN. Donc, on envoie notre image dans notre réseau de neurones convolutionnels, CNN. Il va la décomposer, la traiter au fur et à mesure de ces différentes couches. Et à la fin, on en extrait une représentation, ici, comme on voit, sous forme de vecteurs, une collection de chiffres qui a récupéré les informations de l'image. On a utilisé des réseaux déjà entraînés, qui ont été entraînés sur des millions d'images, qui sont déjà intrinsèquement capables de récupérer des formes ou des structures dans les images qu'on lui envoie. Donc on a fait du transfer learning, du transfert d'apprentissage. Et sur ce réseau déjà pré-entraîné, on y a ajouté une couche supplémentaire, qu'on a appelée notre couche d'embedding, de dimension 400, pour récupérer une représentation plus simple, plus concise de notre image. Alors ce réseau qu'on a construit, il a fallu l'entraîner, et on a décidé de l'entraîner sur une tâche connexe à notre tâche initiale. On ne pouvait pas l'entraîner sur notre tâche initiale, ça aurait demandé des données qu'on n'avait pas. Et donc en fait, on a choisi de l'entraîner sur la reconnaissance de l'artiste, que le réseau soit capable d'identifier l'artiste qui a peint une œuvre. Donc une fois qu'on a ce réseau entraîné, on lui donne à manger l'image, et on obtient ensuite une prédiction d'artiste à la fin, après la dernière couche, et au niveau de l'avant-dernière couche,
on récupère cet embedding, cette représentation sous forme d'un vecteur, donc collection de chiffres, de notre image. Avec cet embedding, comment on peut faire ensuite pour retrouver l'image? On va comparer cet embedding aux embeddings de notre base de données. Donc, on a une base de données ici de nos images. À chaque image, on a fait subir le même traitement. On a une collection d'embeddings de nos images. Et on va chercher quelle est l'image dont l'embedding est le plus proche de celui de notre image d'intérêt, avec un algorithme de KNN, K-Nearest Neighbor, qui va récupérer l'image qui a la plus faible distance avec notre image initiale. Et donc, idéalement, on trouve l'image de notre base de données qui correspond à l'image d'origine, et on peut, grâce à ça, récupérer les données additionnelles, le nom de l'œuvre, le nom de l'artiste, le style, etc. Donc, quelques détails maintenant sur l'identification de l'artiste, donc l'entraînement du réseau de base. Donc, on est parti d'un réseau VGG16 déjà entraîné. On a ajouté une couche d'embedding de dimension 400 qu'on a entraîné sur une base de données de 6000 images réparties en 12 artistes. Et sur cette première tâche, on a réussi à obtenir un score d'exactitude d'identification de l'artiste de l'ordre de 83%, ce qui est déjà pas mal quand on sait que certains artistes ont des styles qui évoluent au cours de leur vie. Et donc ici, on affiche une matrice de confusion pour indiquer quel est le pourcentage d'identification de chaque artiste par notre réseau. À propos de l'identification maintenant de l'œuvre, donc on a utilisé un algorithme de KNN, K-Nearest Neighbors, qui mesure les distances entre notre embedding et les embeddings de notre base de données, qui contient à nouveau 6000 images, 6000 œuvres, et on ressort les 3 plus proches voisins. La question s'est ensuite posée de savoir comment estimer l'exactitude d'identification de nos œuvres, de l'œuvre initiale. On ne pouvait pas le faire manuellement avec des centaines d'œuvres collectées sur Internet, ça aurait été beaucoup trop long. Donc on a décidé de le faire en générant une base de données de test qui, à partir des images de notre base de données, on a généré des images légèrement modifiées, des images coupées, des images étendues, tournées, avec des variations de contraste ou de couleur, pour voir si notre système, notre modèle, était capable d'identifier l'image originale qu'on voit en haut. On a fait ça sur 100 images, et on a obtenu les résultats suivants. Donc, par exemple, quand l'image est coupée, notre système est capable de retrouver l'image d'origine avec une probabilité de 62%. Si l'image est tournée, on n'a plus que 54% d'identification correcte de l'œuvre. Par contre, si la balance des couleurs est légèrement modifiée, il est tout à fait capable de s'en sortir pour retrouver l'image initiale. Et à la fin, on avait une exactitude globale de l'ordre de 70% sur 6000 œuvres. Donc on va maintenant vous montrer en pratique à quoi correspond ce travail. Alors, afin de vous prouver que notre modèle est performant, on va exécuter une démonstration sur 4 images. Il y a 2 toiles en fait, que notre modèle connaît déjà, mais qu'on va lui présenter d'une façon un peu différente, à savoir avec des couleurs un peu différentes ou un cadrage complètement différent, et 2 toiles qu'il ne connaît pas pour voir comment il va se comporter. Donc, en premier, notre démonstration est en fait une toile de Picasso qui s'appelle A Dream. Donc là, on voit notre image, et en dessous, on voit sa prédiction. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il a à la fois identifié le nom de l'artiste, et il a aussi bien reconnu notre toile. Notre site propose 3 liens. Donc il y a un lien qui renvoie vers la recherche Google associée à cet artiste, un lien qui renvoie vers les lieux d'exposition, et un lien qui renvoie vers la page Wikiart de l'artiste, pour ceux que ça intéresse d'en savoir un peu plus. Et pour finir, en bas de la page, on vous présente 2 suggestions d'œuvres qui sont en fait très similaires de celle qui a été chargée, un peu à la manière de Spotify qui fait des recommandations sur les musiques. On va maintenant faire un deuxième test, qui est donc sur l'autoportrait de Rembrandt. On va charger l'image. Voilà, donc là, ce qu'on voit, là, c'est notre image, et quand on descend, on voit en fait que l'identification n'est pas bonne. Mais en fait, elle s'explique parce que si on regarde un peu plus près, il y a un contour blanc à la fois sur la photo identifiée et à la fois sur notre œuvre. Donc pour pallier à cette limite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté une fonction qui permet de cropper notre image. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que si on croppe, l'identification est bonne, à la fois sur la toile et sur l'artiste. Maintenant, du coup, on va faire une autre démo avec une toile que notre modèle ne connaît pas, pour voir s'il arrive bien à identifier l'artiste.
Donc là, on va chercher une toile de Picasso. Voilà. Donc là, c'est la toile qu'on lui propose. Et on voit, en descendant, qu'il identifie bien l'artiste, Pablo Picasso, et qu'il nous retourne en fait 2 autres toiles de Picasso. Donc, il arrive quand même bien à identifier le style de l'œuvre. Maintenant, pour finir, on va faire un dernier test avec un autre artiste, Monet, qui ne fait pas partie de notre jeu d'entraînement. Donc là, on charge l'image. Donc c'est une peinture de forêt. Et ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, il ne peut pas reconnaître Monet. Par contre, il reconnaît 3 toiles d'un artiste qui est spécialisé dans la peinture de forêt. Donc on voit qu'il arrive quand même parfaitement à identifier le style de notre œuvre. Voilà, je laisse la parole à Claire pour les limitations. Merci Marie. Donc, comme vous avez pu le comprendre par la démo, effectivement, on a quand même quelques limites aujourd'hui à notre modèle. La première et la plus évidente quand on parle d'image, c'est la taille de la base de données. La base de données initiale qu'on avait fait 85 gigas. Nous, on a choisi d'entraîner notre modèle sur 6000 images. Ça représentait moins de 10%. C'était déjà assez conséquent comme travail derrière. Donc, on se dit que pour plus tard, ça sera une étape intéressante. La deuxième limite aujourd'hui de notre modèle, c'est qu'on ne publie pas sur notre site un indice de confiance de notre prédiction. C'est vrai qu'on aurait pu encore travailler sur cette partie-là. Et enfin, la troisième limite de notre modèle actuellement, c'est qu'en fait, on a entraîné notre modèle de reconnaissance d'images sur 100 images tests qu'on a modifiées. Ça nous donne un score de 70%. 70%, ça laisse quand même une belle marge de progression. Donc, par rapport à ces 3 limites, 3 étapes un petit peu évidentes. La première, c'est de réentraîner notre modèle sur davantage d'artistes et davantage d'œuvres d'art. Ensuite, c'est d'augmenter la pertinence de notre modèle en termes de détection d'images. Donc, entraîner le modèle avec davantage d'images modifiées à la source. Et enfin, de rajouter un indice de confiance. Alors, l'indice de confiance, comment vous l'expliquer un petit peu graphiquement ? Donc, Pierre vous a bien parlé de renvoyer une image la plus proche. Donc, la plus proche, on parle en termes de distance. En fait, quand on est à une distance d'image entre 0 et 3, la prédiction est bonne. Elle est 100% vraie. En revanche, comme vous voyez, à partir de 3, et surtout à 4, les courbes se croisent entre le vrai et le faux. Et il y a même un indice à 4, une distance de 4, où en fait, parfois la prédiction est bonne, parfois est vraie, elle est fausse. La limite de notre modèle, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore déterminé pourquoi dans certains cas c'était vrai et pourquoi dans certains cas c'était faux. Alors, on pourrait aller un petit peu plus loin et pour que vous ayez bien une représentation graphique de ce mot embedding dont on a beaucoup parlé. Donc ça, c'est grâce à un algorithme de TSNE. En fait, on a représenté graphiquement en 2D notre base de données dans notre embedding. Donc en fait, là, toutes les images sont cartographiées par rapport à leur distance, à leur proximité, à leur relation les unes par rapport aux autres. Et coïncidence, on dirait un petit peu la France. Mais ça, c'était vraiment pas voulu. Donc, comme vous pouvez imaginer, pour arriver au résultat d'aujourd'hui, on a fait beaucoup de tests. Donc, les tests qu'on a fait, nous, de notre côté, en fait, ils ressemblaient à ça. Donc, on avait beaucoup de code avec une image sur la gauche qui est l'image test, donc l'image qu'on veut prédire, et sur la droite, les 3 résultats les plus proches. Donc, parfois, c'est juste, parfois, c'est faux. Mais en tout cas, on s'est dit, mais est-ce qu'on n'irait pas plus loin ? On a travaillé tous les 4 ensemble. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de se dire, mais en fait, à quoi nous, on ressemble en termes d'œuvres d'art ? Donc, c'est ce qu'on a fait. Et voilà le résultat. Donc, pour Raphaël, Pierre, Claire et Marie. Voilà. Donc, moi, un homme. Donc, voilà. Donc, là, c'était sur 6000 images. Peut-être que sur 100 000, ça serait quelque chose d'un petit peu plus vrai. Un dernier mot pour la fin. On tenait vraiment à remercier les professeurs du wagon qui nous ont accompagnés sur le projet, qu'ils soient là physiquement ou à distance. Merci beaucoup pour votre aide qui nous a été très précieuse. Merci à tous. Félicitations pour ce très beau projet. Donc, c'était le projet 3e art, présenté par Marie, Claire, Raphaël et Pierre. Bravo, c'est impressionnant tout ce que vous avez réussi à faire. Encore une fois, avec tout ce que vous avez appris en 2 semaines, moi je suis épaté et vraiment on est extrêmement fiers de vous. Écoutez, je ne vais pas faire durer le suspense. On va maintenant accueillir le 2e groupe, le groupe Rainforest avec Alastair, Emmanuel et Thibaut. Je vous invite à nous rejoindre. Bonsoir à tous, nous allons vous présenter notre projet. Donc, il s'appelle Rainforest Connection Species Audio Detection. Donc, ce projet, c'est un challenge Kaggle qui est une plateforme de challenge en rapport avec la data.
Donc nous y avons participé. Donc ce qui est au cœur de ce challenge, c'est comment suivre les effets du réchauffement climatique et de la déforestation sur la forêt tropicale. Donc pour cela, il y a plusieurs méthodes. Et une des méthodes, c'est de suivre les populations des espèces qui y vivent. Donc pour cela, il faut être capable de les identifier et de les quantifier. Donc pour cela, il y a différentes méthodes. Et une des méthodes, c'est de les enregistrer avec de l'audio. Plutôt que de les compter à la vue ou sur des vidéos, on enregistre et on arrive sur ce son à identifier les espèces. Donc c'est ça que va faire notre projet. Donc cette méthode de l'audio, elle est avantageuse en termes de temps, d'installation et de coût du coup. Un micro suffit. Donc le but de notre projet, ça va être à partir d'enregistrements d'audio d'1 minute, d'identifier des oiseaux ou des grenouilles. Mais l'espèce aussi de ces oiseaux et de ces grenouilles. Donc les datas fournies par le Challenge Kaggle, ce sont des audios. Donc nous avons un dossier d'audio qui vont servir à entraîner le modèle et un autre dossier avec des audios qui vont servir à tester le modèle. En plus de ça, nous avons un dataset qui permet de lier les audios aux espèces qui sont identifiées pour sûr dessus, donc les données d'entraînement. Donc on peut voir le nom du fichier audio avec l'espèce qui y figure et du coup le moment où elle y figure. Donc chaque enregistrement audio fait 1 minute, donc il était intéressant de voir combien de temps dure le son de l'espèce. Donc on peut voir que la majorité des espèces se situe entre 1 et 3 secondes, leur chant. Donc sur un enregistrement d'1 minute, il faudra être capable de les trouver. Donc les difficultés de ce challenge, ce sont les suivantes. Donc il y a très peu de sons pour chaque espèce. Il y a environ 50 fichiers audio pour chaque espèce, pour un total de 24 espèces à classifier. Donc c'est un nombre relativement important. Ensuite, la durée des sons, qui est d'une demi-seconde à 8 secondes, pour un total d'1 minute, chaque enregistrement. Donc il faudra être capable de les trouver. Certaines espèces ont 2 types de chants. Donc là encore, ça peut poser des difficultés pour le modèle, à savoir que c'est la même espèce alors qu'elles chantent différemment. Et ensuite, il y a beaucoup de bruit de fond sur ces enregistrements, comme de la pluie, du vent, d'autres espèces. Voilà, je vais vous passer à Alastair pour la suite. Merci Thibault. I'm going to speak in English to keep everyone on their toes. So I'm going to discuss here the images that we created from our audio files so that our model could understand them. So we're going to play a clip, one of our audio files. So we skip forward a wee bit. And you should be able to hear this song now. So that's the song of one of the species we're trying to identify. So the first graph we have here is a waveform. So it shows us the amplitude of the sound over time. So we can see here there's nothing much happening for practically all of the audio clip until just background noise, until the last 4 or 5 seconds where we have the song of the species we're trying to identify. We then performed a Fourier transformation, which created a power spectrum. Now this shows us the magnitude of the sound in terms of a function of frequency. So for each frequency here, it shows us how much it corresponds to the audio clip that we just played. We then created a MEL spectrogram, and we did this by performing a short time Fourier transformation. And this graph is an interesting graph because it's essentially a 3D graph which shows us the energy level of the sound against time and frequency. Now, normally the stronger the sound, the stronger the color that's on the graph. We've highlighted it here. You could barely see it, but trust me, it's there. And that's helping us to identify the species that we want to identify. We also created a log spectrogram. Now this essentially, this condenses the sound this condenses the harmonic sound into vertical waves, and it makes a very colorful graph.
but unfortunately it didn't work really well with our model. Again, you can see what we're trying to identify in the green box there. As I said, it didn't really work well with our model. And now I'm going to pass it off to Manu, who's going to talk about our model. Merci Alastair donc pour cette présentation de la transformation du son en image. À présent, moi, je vais vous présenter justement comment on a utilisé ces images pour répondre à notre problématique qui est, je vous le rappelle, de détecter des espèces sur un enregistrement audio. Donc là, vous avez une vue globale de notre modèle. Donc je vais vous le détailler rapidement et je reviendrai plus en détail par la suite sur les différentes étapes et tout notre cheminement. Donc à la base, forcément, on a notre fichier audio qu'on va ensuite transformer en waveform, puis en spectrogramme, comme vient de vous le présenter Alastair. On va ensuite découper ce spectrogramme en différents segments de 10 secondes. Ensuite, on va le standardiser dans un vecteur. Ça, c'est juste pour pouvoir le rentrer dans nos réseaux de neurones. Ensuite, on va utiliser du transfer learning. Donc, pour rappel, le transfer learning, ce sont des modèles de réseaux de neurones déjà entraînés sur d'autres datasets. Donc, d'où, dans notre cas, on a utilisé un réseau de neurones qui s'appelle le ResNet 50. Donc, vous voyez ici son architecture qui est assez complexe, mais qui est principalement composée de différentes couches de convolution avec des dimensions différentes. Et à la fin, on va encore rajouter des couches de convolution pour obtenir notre prédiction sur la présence d'une espèce ou non, et surtout quelle espèce est présente sur la bande audio. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu toutes les étapes et tout le cheminement pour arriver à ce modèle. Donc au début, forcément, on est parti d'un modèle basique pour avoir un peu un score de référence. On est parti tout simplement de l'hypothèse de se dire on prédit une espèce au hasard parmi les 24 sur la bande audio et on obtient ainsi une précision de 4%. Bien sûr, on va tenter d'améliorer ce score. Donc pour cela, on a exploré différents modèles et différents inputs qu'on allait passer à nos modèles. On a essayé de lui passer donc, les MEL spectrogrammes, les log spectrogrammes, les MFCC. Donc on a essayé différents types de transfer learning, différents types de réseaux de convolution, mais ce n'était pas très satisfaisant. En fait, le modèle overfitait beaucoup, c'est-à-dire qu'il apprenait trop des données d'entraînement et en fait, il n'était pas capable de généraliser ensuite sur les données de test. Donc on a exploré d'autres pistes et on est arrivé à cette conclusion. Donc en fait, ce qu'on passait sur nos premiers modèles, c'était l'image du spectrogramme, comme vous voyez sur la première image, avec la forme graphique du son, mais qui représente une toute petite portion de l'image. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a zoomé sur cette toute petite portion afin de transmettre, donc là c'est l'image zoomée sur un créneau de 5 secondes au lieu d'un créneau d'1 minute, c'est l'image zoomée et c'est cette image qu'on a transmise à notre modèle. Donc on a entraîné notre modèle là-dessus et là les performances étaient bien meilleures. Le problème c'est que pour réaliser des prédictions, vu qu'on a entraîné notre modèle sur une toute petite partie de l'image, il fallait également diviser notre partie de l'image test qu'on allait lui transmettre. Donc c'est ce qu'on a fait, on a divisé notre image test en 6 parties donc qui correspondent à 10 secondes de la bande audio et on a fait des prédictions pour chacune de ces 6 parties. Pour obtenir du coup la prédiction finale de l'image, on a tout simplement pris la probabilité maximale de la présence d'une espèce ou non sur chacun des segments. Donc voilà, donc on était plutôt satisfait de ce modèle. Donc du coup, on l'a mis en production. Donc c'est-à-dire qu'on a entraîné toutes nos données de test dessus. Donc pour rappel, il y avait à peu près 2000 fichiers audio, à partir desquels on a créé 2000 spectrogrammes qu'on a divisés en 6. Donc ça faisait au total 12 000 images qu'on a passées dans notre modèle. Et on a donc fait une submission Kaggle et on a obtenu un score de 0,56, donc qui est bien supérieur à notre modèle de base. Ce score de 0,56, il est juste basé sur la Bell Ranking Average Precision. Donc c'est une métrique, en gros, qui est basée sur la précision moyenne de chaque label.
Donc voilà, une petite capture d'écran de notre classement. Bon, je pense qu'on peut l'améliorer. Donc pour finir, on a identifié quelques pistes possibles à l'amélioration de notre modèle. On pourrait essayer de lui passer d'autres inputs, parce que là, on lui a passé des mails spectrogrammes, et on peut essayer d'autres formes de représentation du son. On peut essayer de jouer sur les différents paramètres du modèle, dans ce qu'on appelle le modèle tuning. On peut essayer d'entraîner notre modèle avec d'autres données qu'on aurait créées à partir des données existantes ou en injectant du bruit. Ou enfin, on pourrait aussi carrément essayer d'autres modèles ou d'autres types de transfer learning. Voilà pour notre projet. Donc, je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, on est disponible pour y répondre. Merci. Bravo! Bravo les gars, super travail, super projet. Et félicitations à tout ce que vous avez fait du coup pendant ces 2 semaines. On arrive maintenant au dernier projet. Il y avait 3 projets ce soir. Ça va être un projet qui a été fait justement sur quelque chose qui est très en vogue également, qui est le climat, le changement climatique. Et ça va être un projet qui va être présenté par Arnaud, Alexandre et Olivier sur un cas concret qui est des exercices sur 20 ans d'articles dans Le Monde. J'en dis pas plus et je vous laisse vous le présenter. Donc on est très content avec Alexandre de vous présenter ce soir le travail qu'on a fait pendant 2 semaines avec Olivier, Alexandre et moi. C'est un travail qui vient finalement du fait que, alors que je travaille sur le réchauffement climatique depuis 2008, j'ai pu constater ces derniers temps qu'il y a un certain nombre de jeunes actifs qui se saisissent du sujet du réchauffement climatique. C'est évidemment génial, il faut s'en réjouir. Et il y en a certains qui s'en saisissent avec beaucoup d'engagement, qui vont jusqu'à créer des entreprises. Là, vous avez à l'écran 4 startups de comptabilité carbone qui se sont créées dans les derniers mois, dans les dernières années. C'est super. Alors forcément, moi je me suis dit, mais c'est génial, mais ça vient d'où en fait? Pourquoi tout le monde se réveille en ce moment? Et on a émis une hypothèse qui était qu'en fait la couverture médiatique du sujet, le réchauffement climatique, a évolué de manière significative ces dernières années, quantitativement et ou qualitativement. Et on s'est proposé finalement d'étudier cette hypothèse, de la valider ou de l'invalider dans le cadre de ce projet de fin de bootcamp. Et pour ce faire, on a étudié un corpus d'articles qui sont publiés sur le site lemonde.fr et qui traitent du réchauffement climatique. Alors, concrètement, comment est-ce que ce jeu de données a été constitué? Sur le site du Monde, vous avez un formulaire de recherche dans lequel vous pouvez taper des mots-clés. Alors nous, on a tapé le mot climatique, qui est quand même a priori très représentatif de notre thématique, de notre thème, et on a précisé notre période de recherche qui est de l'année 2000 à 2020, donc les 20 dernières années. Quand on fait cela, on a pas mal de contenus web qui sont publiés sur le site du Monde et qui contiennent le mot climatique. Alors un petit mot de méthodologie. Là-dessus, sur ce jeu de données, on a utilisé les algorithmes, les outils de data science qu'on nous a enseignés pendant le bootcamp, mais plus précisément ceux qui font partie de ce qu'on appelle le Natural Language Processing, ou le traitement automatique des langues en français. Concrètement, ce sont les outils qui vont nous permettre d'utiliser, de manipuler et d'étudier les objets informatiques très particuliers que sont les textes. Et dans le cadre de notre application de ces outils sur un corpus de texte, on parle de linguistique de corpus. Alors voilà, ça c'est un des éléments de notre jeu de données. C'est un contenu web du Monde qui contient le mot climatique. Alors je vous invite à apprécier le titre, qui est quand même pas mal. Et on retrouve sur cette capture d'écran les différentes caractéristiques de cet objet. L'URL évidemment, qui est l'identifiant unique de notre contenu. La catégorie, donc là, c'est la catégorie dans laquelle les journalistes du Monde vont choisir d'étiqueter, de catégoriser l'article. Alors là, on est dans la catégorie science. Après, vous avez le titre, l'auteur, la date de publication, une description, et puis enfin, évidemment, le texte. On s'est rendu compte en regardant dans ce jeu de données qu'on avait des contenus web, certes, qui contenaient le mot climatique, mais qui étaient des portfolios, donc de la photo, des visuels, des cartes, des vidéos, ou alors des lives. Vous savez, c'est quand il y a un événement qui est couvert en live par la rédaction du Monde. Tout ça, évidemment, ça ne nous intéresse pas, puisque ce n'est pas du texte. Donc on a enlevé tout ça pour ne conserver que ce qui était vraiment des articles et non du texte. Donc on a un jeu de données de 13 000 articles, avec une longueur moyenne de l'article de 800 mots. Maintenant, je vais laisser la parole à Alexandre, qui va vous présenter finalement
ce qu'on a pu observer quand on a commencé à explorer ce jeu de données. Merci Arnaud. Donc voilà, en effet, une fois qu'on avait récupéré ce dataset, on est passé à une phase d'analyse exploratoire des données. Une des premières choses qu'on a regardées, c'est la distribution temporelle du nombre d'articles publiés par le monde dans notre dataset. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est une tendance à la hausse, puisque le nombre d'articles moyens publiés par an a été multiplié par 6 entre les années 2000 et les années 2020. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, c'est environ 3 articles par jour, ce qui représente un article sur 40 publiés par le monde en moyenne. La deuxième chose qu'on observe et qui est intéressante, c'est un certain nombre de pics au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que la hausse n'est pas linéaire. Et on s'est demandé si ces pics ne pouvaient pas être expliqués par des événements extérieurs, par, disons, l'actualité du changement climatique. Donc lorsqu'on croise en effet ce graphe avec un calendrier des événements, on peut observer plusieurs choses, notamment l'année 2007, ce pic peut sans doute être expliqué par l'attribution, cette année-là, du prix Nobel de la paix à Al Gore, suite à son documentaire Une vérité qui dérange, et au groupement international d'experts sur le climat, qui est un groupement très important qui a publié de nombreux rapports au fur et à mesure des années. 2 années plus tard, importance de la COP 15 au Danemark, qui a été le pic de l'année 2009. Et alors, cette COP 15 a abouti à un échec. Aucun accord n'avait pu être signé à l'époque. Et cet échec peut sans doute en partie expliquer la chute du nombre d'articles au cours des années suivantes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de relatif désintérêt pour la question jusqu'à la COP 21, l'accord de Paris en 2015, qui a été extrêmement important et qui a donné lieu à cette tendance à la hausse qu'on observe depuis ces dernières années. D'autres événements les années suivantes, les USA qui se retirent de l'accord de Paris, on espère qu'ils vont y revenir l'année prochaine, et la Convention citoyenne pour le climat qui a travaillé cette année. Une deuxième analyse qu'on a faite, c'est l'analyse de catégorie des articles, dont a parlé Arnaud juste avant. Lorsqu'on trace la répartition, lorsqu'on étudie la répartition des articles par catégorie, on voit une catégorie très présente, au sommet, la catégorie planète, ce qui semble un peu normal. Mais il y a un certain nombre d'autres catégories qui contiennent beaucoup d'articles que vous voyez en dessous. On n'a tracé que les catégories avec plus de 200 articles, parce que sinon il y en avait vraiment énormément. Et par contre, lorsqu'on étudie la répartition temporelle, c'est-à-dire où est-ce que les articles ont été placés au cours du temps, on observe une chose assez intéressante, c'est que la catégorie planète, celle qui est tout en bas, présente historiquement depuis le début, avec beaucoup d'articles classés dedans, mais ces dernières années, une montée en puissance de 3 catégories, les catégories opinion, économie et internationale, que vous voyez en bleu très foncé, chaque point représentant un article, et qui donne déjà une idée, c'est-à-dire que le changement climatique n'est plus seulement étudié, considéré comme un phénomène naturel, mais aussi on l'analyse du point de vue de son impact sur différents aspects des sociétés humaines. Une fois qu'on avait fait cette analyse, on a décidé de passer vraiment à l'analyse des articles, à ce qu'on appelait l'analyse de notre corpus, au moyen de différents outils que nous avons dans notre boîte à outils qu'on a appris au cours du wagon, et qu'on va vous présenter aujourd'hui, suivant leur horizon, en partant de celui qui a l'horizon le plus étroit, qui s'intéresse à un mot en particulier, jusqu'aux outils qui s'intéressent à l'ensemble du texte, à l'ensemble de l'article, donc du microscope au panorama. Le premier outil dont on voudrait vous parler, c'est ce qu'on a appelé l'étude des prédécesseurs. Le prédécesseur, qu'on appelle prédécesseur, c'est le substantif, le nom, qui précède l'adjectif climatique et qui porte extrêmement de sens. On a tous entendu parler de changement climatique, de réchauffement climatique, par exemple. Alors, pour extraire ces prédécesseurs, il y a des stades de traitement que je vous présente ici. Par exemple, si vous regardez à gauche la phrase, un article qui contient la phrase « l'accélération des réchauffements climatiques ». Une première étape, c'est une étape de text processing, c'est-à-dire que, par exemple, on va retirer les accents, on va retirer les majuscules, on va retirer aussi ce qu'on appelle les stop words, ce sont des petits mots qui ne contiennent pas de sens, par exemple le mot « du » ici. On tokenise, c'est-à-dire qu'on extrait chaque mot qui reste et on le met dans une liste. Donc vous avez la liste en dessous, accélération, réchauffement climatique. Ensuite, on extrait donc ce fameux prédécesseur, qui est le mot juste avant climatique, ici c'est le mot réchauffement. Et ensuite, il y a une étape qu'on appelle la lématisation, c'est-à-dire qu'on va prendre la racine de ce mot, réchauffe, ceci afin de réduire le corpus et de pouvoir, par exemple, éliminer la question des pluriels et de pouvoir vraiment se concentrer sur des mots uniques. Une fois ce prédécesseur récupéré, on le met en bas dans ce qu'on appelle le dictionnaire des occurrences, qui est un dictionnaire qui contient tous les prédécesseurs qu'on a vus et leur occurrence à travers le corpus.
Lorsqu'on les présente, ces occurrences, on observe deux choses. C'est que la distribution est très très variée. On a deux prédécesseurs qui apparaissent énormément, réchauffement, changement qui apparaissent environ plus de 10 000 fois à travers le corpus. Et à l'inverse, vous voyez en bas à droite, vous avez plus de 300 prédécesseurs qui n'apparaissent qu'une seule fois à travers le corpus. Une analyse un peu plus fine nous a montré qu'en fait, les prédécesseurs qui étaient très peu fréquents étaient souvent associés à des articles qui, bien que contenant l'adjectif climatique, n'étaient pas reliés au sujet, parlaient de choses un petit peu différentes. Ce qui nous a permis à ce moment-là de mettre en place un filtre. Et le filtre qu'on a mis en place, c'est qu'on a éliminé de notre corpus de texte tous les articles qui ne contenaient que des prédécesseurs présents de moins de 6 fois à travers l'ensemble du corpus, ce qui nous a éliminé environ 500 articles supplémentaires. Lorsqu'on trace les occurrences temporelles de ces prédécesseurs, quand est-ce qu'ils apparaissent plus, on observe une chose. Encore une fois, réchauffement en orange, changement en bleu, ont toujours été de prédécesseurs les plus présents depuis les années 2000. Pour voir à quel point ils sont prédominants, ces deux, on les a associés, on les a sommés, ce qui donne la courbe en rouge au sommet. Ce qui est intéressant de voir, c'est que jusqu'en environ 2009-2010, changement et réchauffement, ensemble, représentaient environ 90% des occurrences. Vraiment, ils monopolisaient le sujet. Mais depuis 2009, on observe une tendance à la baisse. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 60% des occurrences. Ça signifie que d'autres prédécesseurs sont de plus en plus présents et apparaissent énormément. C'est ceux qu'on voit en bas. Alors comme il y en a beaucoup que c'est difficile à voir, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a isolés dans des graphes différents. Alors, voilà, on les a singularisés afin de voir leur tendance. Et lorsqu'on observe ce graphe, on peut globalement regrouper les prédécesseurs en deux grands groupes. Un groupe qui monte, qui est de plus en plus présent, en vert, et un groupe qui descend. Au niveau de ceux qui montent, on observe notamment les mots dérèglement, urgence, crise, défi, qui sont des mots liés au danger, à l'impact du changement climatique sur la société humaine, mais aussi les prédécesseurs action, justice, objectif, qui portent en eux l'idée de la nécessité d'agir contre le changement climatique. À l'inverse, dans les mots qui descendent, on observe phénomène, modèle, système, conditions, aléas, machines, qui sont plus des mots liés à une perception scientifique, analyse scientifique du changement climatique. Donc là, ce qu'on peut observer, ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est qu'il y a un glissement d'un vocabulaire très scientifique à un vocabulaire sociétal, qui étudie l'impact sur la société humaine. C'est aussi une analyse qui a été confirmée lorsqu'on a fait ce qu'on appelle du prolongement lexical, du word embeddings, au moyen de l'algorithme Word2Vec. C'est un algorithme qui va analyser les proximités entre mots, cette fois-ci pas à un niveau, je dirais, spatial, c'est-à-dire les mots qui sont présents l'un à côté de l'autre, mais les mots qui ont des mêmes relations avec d'autres mots, disons, qui évoluent dans le même environnement. Lorsqu'on trace ces nouveaux embeddings au cours du temps, par groupe de temps, on voit encore une fois que des mots très liés aux questions scientifiques, aux questions des experts, comme rapport, niveau expert, disparaissent, sont présents entre 2001 et 2008, et que ces dernières années, on a une apparition encore des mots agir ensemble, responsable, impact, encore une fois, il faut agir contre le réchauffement climatique, et des mots liés au danger, dérèglement, majeur et contribution. Enfin, la dernière analyse qui nous a aussi aidé, c'est l'analyse de ce qu'on a appelé les trigrammes. Donc, les trigrammes, ce sont des successions de 3 mots consécutifs dans le texte. Et alors là, nous, on s'est intéressé à un groupe de trigrammes un petit peu particulier. Ce sont les trigrammes qui sont focalisés sur la question d'horizon de temps. Et ce qu'on peut observer, c'est que les trigrammes qui portent en eux l'idée d'un horizon lointain, par exemple à long terme, en bleu, ou d'ici à 2050 en violet, sont de moins en moins présents ces dernières années. Et à l'inverse, on a des trigrammes qui portent en eux l'idée d'un horizon court, d'ici à 2020, d'ici à 2030, qui sont de plus en plus présents, notamment associés aux questions d'objectifs climatiques, qui peut être notamment fixés par les différents accords. Et ensuite, je vais passer la parole à Arnaud, qui va vous présenter le dernier outil. Merci Alexandre. J'espère que vous m'entendez toujours, que le micro fonctionne. Ça a l'air d'aller, impeccable. Donc vous vous rappelez le microscope, les œillères du cheval, le panorama. Alexandre vient de vous présenter les différents outils qui étaient assez zoomés sur un mot, le prédécesseur ou des groupes de mots. Là, on va présenter le dernier outil qui est la LDA. Là, c'est vraiment le panorama en montagne. On voit tout le corpus dans son ensemble. La LDA pour Latent Dirichlet Allocation. Donc, c'est assez magique. En tout cas, c'est le ressenti qu'on a eu quand on l'a utilisé. On lui fournit l'ensemble du corpus de texte, évidemment préprocessé, 5 lignes de code,
Et en sortie, parce qu'on a demandé à l'algorithme de nous extraire 7 thèmes dans le corpus, on a 7 thèmes avec à chaque fois une liste de mots qui correspond. Alors tel quel, c'est un peu abrupt. On a utilisé un outil qui permet, alors il y a beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas tout regarder, je vais vous guider, qui permet justement de rentrer dans les résultats de la LDA et d'en faciliter l'interprétation. Ici, ce que vous avez, voilà, en fait, vous voyez à gauche, vous avez les différents thèmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a les 7 thèmes. Et si on clique sur le thème numéro 1, on voit s'afficher à droite les 30 mots les plus caractéristiques de ce thème. Et quand on les regarde, eh ben, c'est assez évident. Vous voyez banque, mondialisation, PIB, pauvreté financière, finance, économie. C'est assez facile, avec cet outil, de voir que le thème que la LDA nous a sorti là, c'est le thème de l'économie et de la finance mondiale. Et de la même manière, je vous épargne le travail sur les 7 thèmes, mais voilà les thèmes qu'on arrive à ressortir avec la LDA. Donc l'économie et la finance mondiale, on vient d'en parler. La politique française, c'est pas surprenant, Le Monde.fr étant un média français. Par contre, la politique américaine, ça c'est assez surprenant. En tout cas, c'est un peu inattendu. Les émissions de CO2, bien entendu, sous un angle scientifique et technique. Les conséquences du réchauffement climatique sur l'humanité, les catastrophes naturelles, les ouragans, les incendies. Et enfin, les impacts sur les écosystèmes, les animaux, la biodiversité, les plantes. On s'est trouvé avec un thème, le thème numéro 6, on a constaté que c'était un thème un peu fourre-tout, qui n'était pas suffisamment caractéristique, et qui nous invite à penser qu'on a tout intérêt à continuer le travail sur la LDA pour en améliorer la paramétrisation. Et ce qui est génial avec l'outil que je vous ai présenté, c'est que dans la partie gauche, on avait une projection en 2 dimensions de ces thèmes, et on a une notion de proximité. Donc je vous ai illustré avec des emojis les différents thèmes, et on voit bien que là, je vous ai masqué le thème pour tout, on ne le voit plus. Et donc là, on a que à l'écran les 6 thèmes qui sont pour le coup significatifs. On observe une proximité pour les thèmes qui sont liés à la politique. Le CO2 un peu à l'écart là-haut, c'est un thème qui est très technique. Tout ce qui a rapport aux phénomènes naturels et à la nature, plutôt à droite. Et les questions d'économie et de finance à cheval, à mi-chemin entre les questions de politique et les questions techniques de CO2. Voilà, donc on vient de finir le panorama des outils qu'on a utilisés et des observations qui nous ont permis de tirer à chaque fois. Si on prend un peu de recul et qu'on revient à notre problématique, donc on se demandait si l'engouement récent des jeunes actifs pour le réchauffement climatique, en tout cas pour la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, pouvait s'expliquer par une évolution de la couverture médiatique du sujet par le monde. Et en tout cas, notre objectif, c'était de vous montrer que à l'aide d'un certain nombre d'outils de Natural Language Processing, on est en mesure de tirer effectivement un certain nombre d'observations. La première, oui, effectivement, on constate une hausse du contenu qui est produit par Le Monde sur le sujet, x6 entre 2000 et 2020. Alexandre vous a montré l'évolution, le glissement du vocabulaire. Ensuite, on a observé un raccourcissement de l'horizon de temps, donc illustratif d'un nécessaire passage à l'action. Et enfin, cette LDA magique un peu qui nous exhibe les thèmes sous-jacents au corpus. 2 semaines, c'est très court, surtout quand le dataset, le jeu de données en entrée, n'était pas propre. On a mobilisé beaucoup de temps pour le clarifier. Et en tout cas, tous les 3 avec Olivier et Alexandre, on a vraiment envie de continuer le travail. On va continuer le travail sur 3 axes. Le premier, c'est un axe évidemment technique, essayer d'autres algorithmes, en améliorer la paramétrisation. Le deuxième, c'est l'angle de la problématique, du questionnement, et on a envie de creuser des questions un peu plus fines. Typiquement, est-ce que l'utilisation systématique de mots assez graves comme urgence, crise, est-ce que ça ne joue pas en défaveur de la perception par le lectorat de la gravité relative des problèmes de notre époque? Et enfin, la question de la diffusion, parce qu'on souhaite donner un écho plus large à nos travaux. Et on a la chance d'avoir pu établir le contact avec des journalistes du Monde qu'on va rencontrer dans les semaines qui viennent pour partager nos résultats. Donc c'est une très bonne nouvelle. Affaire à suivre. Voilà, donc on espère tous les 3 que cette présentation vous a plu et on souhaite remercier les professeurs du wagon et notamment ceux qui se reconnaîtront, qui nous ont filé un sacré coup de main pour le travail sur ce projet. Merci à tous. Merci beaucoup. C'était le dernier projet ce soir. Merci pour tous.
Merci de tout ce que vous avez fait. Bravo aux élèves et j'aime bien le répéter parce que c'est très important. Le wagon, c'est des élèves qui se sont donnés à 400%, mais c'est aussi une équipe de professeurs. C'est Mathieu Rousseau qui les a accompagnés pendant ces 2 semaines, accompagnés de Christophe et de Thierry. C'est beaucoup de professeurs pendant les semaines précédentes qui se sont relayés pour leur transmettre beaucoup de choses. Merci infiniment à eux. Et à leur patience, à leur envie de transmettre. Maintenant, on se retrouvera pour un prochain démodé dans 3 mois, pour la session qui commencera en janvier, qui se terminera du coup en mars 2021. On espère vous voir encore plus nombreux pour nous suivre. Et puis maintenant, je vous dis à tous de passer une très bonne soirée. Merci à tous. Au revoir.